Bon dimanche et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de votre amphithéâtre dominical politiquement incorrect. Au menu de cette émission de débat ce dimanche, nous parlons des manifestations pro-Camto. Comment comprendre les enjeux d'une telle démarche? Nous saisirons l'opportunité des manifestations qui ont été reprimées à Douala et à Yaoundé. Manifestation qui par ailleurs a fait plusieurs blessés dans les rangs des militants de cette formation politique pour rappeler le régime juridique des manifestations publiques au Cameroun au sens du droit. Comment comprendre ces manifestations? Sont-elles des manifestations illégales? Comment concilier au Cameroun désormais la liberté de manifester et l'impératif de l'ordre public? Et comment comprendre les enjeux et les visées politiques d'une telle démarche des militants de Maurice Kamto? On en parle en première partie de cette émission politiquement incorrecte. En deuxième partie de cette émission, nous parlerons de la coopération sino-camerounaise. Nous décrypterons le virage chinois. Le pays de Xi Jinping a en effet accepté d'alléger la dette bilatérale du Cameroun. Comment comprendre les origines de cette dette et quels sont les mécanismes d'une telle mesure d'allègement? On en parle également dans cette édition de Politiquement Incorrect. Et si le temps nous le permet, nous parlerons de la souveraineté monétaire et les conditions pour que le Cameroun puisse opter pour une sortie du franc CFA. Le débat s'est exporté désormais sur le vieux continent à la faveur des déclarations attribuées et notamment à la branche radicale d'une formation politique établie en Italie. Les thématiques sont donc connues, les invités sont progressivement installés. Cette émission, comme les précédentes, admet l'interactivité. Vos réactions sont donc attendues par SMS au 695 38 79 46. A tout de suite. Alors, 2 des 4 invités attendus ce dimanche sont déjà confortablement installés. Je vais commencer par Edouard Fauchivé, qui est cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est également enseignant, opérateur économique. Bon dimanche et merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Merci, M. Sanjo, de nous avoir associés à ce débat. Juste en face de vous, on a le docteur Patrick Gérard Sorok Abol. Il est juriste, il est publiciste, spécialiste des finances publiques. Docteur, merci également d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Serge Sanjo. Nous saluons tous les spectateurs de MTM Télévision. Je propose qu'on entre rapidement dans le vif du débat. L'actualité cette fin de semaine, très précisément hier, Edouard Fauchivé, c'était ces manifestations du camp de Maurice Kamto, reprimées à Douala, des manifestations qui avaient par ailleurs été interdites par les chefs de terre et qui ont été reprimées. On parle de quelques blessés enregistrés dans les rangs de cette formation politique. D'abord sur cette actualité et ce qui s'est concrètement passé, quelle est la lecture que vous faites? Je n'ai pas une lecture précise de ce mouvement d'hier, d'autant plus que en face de moi, j'ai le professeur Kamto, qui est un éminent professeur d'université et qui connaît parfaitement les canaux fonctionnels de l'administration. Si les préfets et les sous-préfets ont trouvé qu'il y avait menace à l'ordre public et qu'ils ont interdit dans ces manifestations, je ne trouve pas que pour un éminent professeur qui devait avoir ce genre de, excusez-moi de dire trouble, puisque dès que l'administration a refusé, il est question de ne pas aller au-delà. Mais la lecture que je fais, c'est que un parti politique qui a essayé de s'implanter dans le jargon politique à travers la présidentielle est en train de dériver complètement. Je pense que nous avons, sur votre plateau, nous avons apprécié la venue, la contribution de cette nouvelle race politique qui est arrivée, à savoir le professeur Kamto, Cabral Libi, et tous ceux-là qui ont montré effectivement que la vieille classe devait normalement commencer à
céder la place, nous avons apprécié. Mais aujourd'hui, je pense que pour un homme politique, le mouvement, le MRC, aujourd'hui opte pour la rue. Et nous savons ce que la rue a donné lorsque le premier parti de l'opposition, le SDF, pour ne pas le citer, avait opté pour la rue et ce que ça a donné. Il faut éviter, quand je vois l'imagerie de ce qui s'est passé hier, je me rends compte que la population a vaqué d'abord à ses occupations. Ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas eu de suivi. Sauf à Paris, où les frères ont pensé qu'en s'attaquant à notre ambassade, la prise de pouvoir était effective. Puisque eux-mêmes, ils l'ont dit. Je pense que vous avez suivi, M. Sanjo, que l'ambassade est tombée. Quand on dit l'ambassade est tombée, j'espère que ceux-là comprennent effectivement ce qu'ils sont en train de dire. C'est un coup d'État. Et qu'ils seront donc tenus pour responsables de ce qui s'est passé. Parce que lorsque un président de la République, l'effigie d'un président de la République dans une ambassade, au vu de la loi, deviennent de 1961, qui protège les ambassades, et que franchir maintenant cette zone constitue un danger dans le cadre juridique. Et je pense que cela, quand nous allons, l'État va les poursuivre tant qu'ici qu'à l'extérieur, ils seront donc en mesure de dire, j'ai vu un habillé complètement en tenue militaire qui était sur le bureau donc, du premier secrétaire d'ambassade, et derrière lui il y avait l'effigie du professeur Camto. Donc ça veut dire qu'ils ont opté pour un coup d'État. Et donc, pour chuter, je dis, ce mouvement ne m'a rien donné du tout. J'ai vu plutôt des hommes politiques qui étaient montrés d'un cran, qui sont devenus les hommes de rue, et qui pensaient que la population devait suivre. La population n'a pas suivi, et que de l'autre côté, nos frères de la diaspora ont opté pour un coup d'État à plus de 6000 km. Et je me dis, maintenant, notre pays, le pays accréditeur, la France, au vu de la lettre que le premier secrétaire a faite, enfin de couvrir, de mettre la police française au contour de l'ambassade, cette police n'était pas. Je me pose des questions au vu de la loi de Vienne de 61. Mais pour dire vrai, M. Sanjo, j'avais crédité le professeur d'une contribution politique à nulle pareil. Depuis hier, je comprends qu'il faut que les gens distinguent l'amphi du monde politique. Parce que ce qui s'est produit ici à Douala, c'était quand même inédit. On a vu des manifestants d'une formation politique braver ouvertement l'autorité publique qui estimait que des troubles à l'ordre public étaient perceptibles et donc qu'une manifestation d'une telle envolée ne devait pas se tenir dans leur territoire de compétence. Mais j'aimerais qu'on clarifie les téléspectateurs pour qu'ils comprennent qu'un État a des règles de fonctionnement sur le régime juridique des manifestations publiques au Cameroun, parce que cette manifestation-là nous amène quand même à revoir le droit sur cette question. Que prévoit la législation sur les manifestations publiques dans notre pays? Il est important, M. Sanjo, de faire une précision avant tout débat au fond. Les libertés publiques fondamentales au Cameroun sont consacrées par la Constitution. C'est-à-dire la Constitution aménage un cadre d'exercice des dites libertés. Il s'agit donc des droits fondamentaux qui sont constitutionnellement garantis. En ce qui concerne le régime des manifestations publiques, il y a toute une loi. La loi numéro 55 de 1990 fixant les régimes des réunions et des manifestations publiques. Il est clairement indiqué dans cette loi que les manifestations publiques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. C'est-à-dire que les organisations d'une manifestation publique doivent préalablement saisir l'autorité qui doit décerner un récépissé des déclarations. Alors, il est donc clair que si une manifestation publique a été organisée sans toutefois que le récépissé soit déclaré, elle s'avère illégale. Du point de vue du droit, il faut dire que les conditions sont définies et fixées. L'autorité qui organise la manifestation dépose un récépissé au lieu de la sous-préfecture
du lieu où la manifestation doit se dérouler, le sous-préfet doit se prononcer immédiatement par la délivrance d'un récépissé. Alors, si le sous-préfet se rend compte que la manifestation publique est susceptible à porter atteinte à l'ordre public, alors il peut soit délocaliser la dite manifestation ou alors tout simplement l'interdire. Dans le cas d'espèce, il me semble que le but qui a été annoncé par ceux qui ont voulu se mobiliser pour la manifestation était évidemment de contester quelconque échéance politique. Donc de ce point de vue-là, l'autorité administrative a estimé que le but de cette manifestation était susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Et dans ce cas d'espèce, elle a tout simplement estimé qu'on ne pouvait pas autoriser une telle manifestation. Donc, la manifestation publique du MRC dans le cadre de ce qui s'est passé hier était tout simplement en marge de toute légalité. Très bien. Une manifestation illégale, mais certains estiment, et Edouard Fauchivé, je voudrais peut-être qu'on en parle, on estime que sous votre régime, le régime du renouveau politique, l'opposition s'est rarement exprimée sur la place publique, comme le prévoient les textes en vigueur au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas les multiples fins de non-recevoir aux requêtes des formations politiques de l'opposition dans le cadre des demandes de manifestations publiques qui auraient amené finalement cette formation politique à tenter de braver l'autorité? Non, je crois qu'il ne faut pas parler de braver l'autorité. Je crois que le docteur était clair. Le cadre juridique des manifestations est bien défini. Et lorsqu'on sort de ce cadre, vous dites bien, vous savez, après la bataille politique, lorsqu'il y a déjà dans des élus, il faut comprendre à un moment donné qu'on doit plutôt accompagner le gagnant. Je fais un clin d'œil en RDC pour dire que je n'ai pas vu, j'ai vu la sortie du candidat Faloulou qui a précisé de le faire dans un cadre réglementaire, et c'est ce que le docteur vient de dire tout à l'heure, de faire des revendications dans un cadre réglementaire. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, lorsque le quadrillage politique est dépassé, ça veut dire qu'on va contre la loi. Et quand on va contre la loi, on peut voir aujourd'hui le MRC être interdit sur tout l'étendue du territoire, alors que c'était un parti qui venait. Vous savez, quand on est en face d'un parti qui veut apporter des contributions, nous, de l'autre côté, ça change des paradigmes. Ça permet de travailler sérieusement. Mais nous n'allons pas aujourd'hui regarder ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez eu l'image de l'ambassade d'Auteuil. Vous vous rendez compte que même nous au Cameroun, on n'a jamais été aussi barbare, excusez le terme. Parce que là, c'est la barbarie. Que ceux qui ont traversé les frontières, qui se disent un peu top dans un raisonnement, puissent saccager l'ambassade et puis dire qu'ils ont pris le pouvoir. Mais puis, peut-être parmi eux, ceux qui sont comme nous, autour de ce plateau, je me pose des questions. Hein. Il faut que, franchement, c'est pour ça que j'ai donné l'image de Faloulou, pour faire comprendre que voilà quelqu'un qui est dans le cadre de cette élection présidentielle, beaucoup le créditaient comme vainqueur. Il a vu comment les institutions de l'État ont donné... disons, valider, n'est-ce pas, l'arrivée de Tshisekedi. Il n'a plus rien dit. Il aurait pu sortir, il aurait pu casser, il aurait pu... Non, je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas pour dire que certaines revendications ne sont pas justes, mais proportion dans le cadre juridique. Si vous permettez, oui, allez-y. Si vous permettez, M. Sanjo, il faut également dire que la décision de l'autorité administrative peut être contestée. Oui. C'est-à-dire le droit peut toujours se manifester. Donc il était possible pour les organisateurs de cette marche, du moment où l'autorité administrative a eu à l'interdire, de déposer tout simplement une requête auprès du tribunal de grande instance, du lieu de compétence. C'est-à-dire, le président du tribunal de grande instance, dès lors qu'il est saisi, doit se prononcer dans un délai de 8 jours, à compter de sa saisine, par ordonnance. Donc, du moment où ces autorités non seulement n'ont pas saisi le président du tribunal de grande instance pour contester
l'interdiction qui a été faite par l'autorité administrative, on peut tout simplement dire qu'elles se sont mises en marge de toute légalité. Alors, je voudrais rester avec vous, docteur, pour au moins se questionner sur une chose. Comment aujourd'hui au Cameroun et dans notre système, vous évoquiez notamment les leviers qu'avait l'opportunité d'enclencher le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais comment concilier au Cameroun, dans notre contexte actuel, cette volonté de pouvoir absolument manifester, ou cette liberté de manifester, et tout naturellement l'impératif de l'ordre public? Il faut dire que dans toute vie sociale, il est difficile d'exprimer les libertés d'une manière absolue. Les libertés s'expriment dans un cadre qui est bien délimité. L'ordre public est un impératif qui doit être respecté par toutes les parties. C'est vrai que c'est une notion qui est assez vaste et qui a des contours imprécis. Mais l'ordre public, du moins au sens matériel, renvoie à un contenu qui est précis, notamment la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Donc l'ordre public voudrait que tous les citoyens se soumettent au respect de la réglementation qui a été posée par le droit en vigueur. Alors, il peut arriver justement que le respect de l'ordre public limite l'exercice de certaines libertés, notamment la liberté de manifestation. Donc, dans le cadre de l'exercice de certaines libertés, on met en exergue les prérogatives de l'ordre public. Donc, l'ordre public doit être préservé au détriment même de certaines libertés qui peuvent être limitées. Je rappelle au niveau de la réalisation qu'un dossier intégral de cette émission est parfaitement existant avec les 3 articulations. Prière de consulter ce dossier de politiquement incorrect dans vos machines. Je voudrais également demander à Edouard Fouchivé qu'on puisse avancer sur ce débat-là. L'ambassade a subi les revers de ce qu'on peut considérer comme finalement une radicalisation d'un mouvement qui souhaite porter des revendications politiques. Je voudrais qu'on se questionne néanmoins sur les visées visiblement de ces manifestations. Avez-vous le sentiment au sein du RDPC qu'on souhaite quelque part ternir l'image et le début du mandat du candidat Paul Biya ou du président de la République, parce qu'il est président de la République? Monsieur Sanjo, non, c'est pas interdit. C'est pour ça, si c'était dans un cadre juridique de bien organisé, il ne devait pas avoir de problème. Mais maintenant, un parti politique de l'opposition a tout à fait le droit de contester, d'aller même de dire qui n'est pas d'accord avec la politique du candidat élu. Ça se fait. Donc, dans le cas juridique, il ne se pose pas de problème. Par contre, qu'après les institutions de la République qui donnent validation du mandat, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la grande chancellerie, et que le président de la République soit entré en fonction, et qu'un gouvernement soit mis sur pied, et que le gouvernement est en train de travailler et qu'on parle encore de la revendication, je crois qu'il y a quelque chose derrière. Parce que nous n'aurons jamais 2 coups constitutionnels, nous n'aurons jamais la prise de fonction. Il faut attendre donc la fin de ce mandat. Donc les revendications, par exemple, du parti politique, ils peuvent contester le fait que le président n'ait pas manifesté jusqu'à aller toucher à l'effigie du président. Parce que lorsque vous avez dit, vous prenez, nous avons pris l'ambassade, l'ambassade est tombée, ça veut dire que c'est comme si on vous disait que le palais de Touli est entré maintenant, est entre les mains maintenant de l'opposition. Non, je crois que l'idée qu'ils ont aujourd'hui, on peut le contester sans toutefois aller au-delà. Mais ce qui s'est passé hier, tant au niveau de l'ambassade qu'à Douala, dans le cadre juridique, comme vient de dire mon collègue de l'autre côté, montre à suffisance qu'il y a quelque chose de caché. Et une chose est sûre, c'est que les Camerounais, si, à travers ce que nous voyons, on n'a pas vu des Camerounais sortir. Hier, si vous demandez à quelqu'un, le travail, les gens ont vaqué à leurs occupations. Il y a que vous comprenez que dans la masse qui est folle, il y a ceux qui n'attendaient que ce genre de mouvement, afin de continuer. Demandez même à ceux qui sont à Paris, s'ils ne sont pas allés à leur boulot. Et puis on va vous dire que c'est ceux qui n'ont rien fait qui courent derrière ce genre de choses. Moi, je ne trouve pas comment un enseignant d'université pouvait laisser l'amphi pour aller se mettre à marcher. Moi, je ne comprends pas. Donc c'est pour dire que oui aux revendications, mais encadré dans les normes juridiques. Docteur Sorok, est-ce qu'il n'y a pas une
politique de deux poids, deux mesures. Les manifestations qu'on a vues à Douala et à Yaoundé ont été refoulées. Certes, effectivement, l'autorité publique, le préfet du Foundi, pour ce qui est de Yaoundé, avait interdit ces manifestations dans son ressort de compétences. À Douala, où les manifestations étaient annoncées, les autorités avaient également réagi pour interdire la tenue des dites manifestations. Mais à l'ouest du pays, à Bafoussam notamment, il y a eu un encadrement des manifestations par les forces de maintien de l'ordre. Est-ce que cela ne pourrait pas prêter à confusion? Prêter à confusion, je ne pense pas. Nous avons tout simplement observé une réaction qui a été celle des autorités administratives de préserver l'ordre public. L'ordre public, il faut le dire, a une vision de préserver l'intérêt général. L'intérêt général qui, lui, est la somme algébrique des intérêts individuels. Donc, du moment où ces manifestations populaires se sont inscrites à marge de toute légalité, les autorités administratives se devraient de prendre les mesures nécessaires pour les réprimer. Il faut dire que les organisateurs de ces manifestations publiques sont passibles des peines. Des peines de délits et de crimes prévus par l'article 231 du Code pénal camerounais. Donc, l'autorité administrative a réagi comme il se devrait pour réprimer cette manifestation afin de restaurer l'autorité de l'État. Je demande à la réalisation, une fois de plus, s'il vous plaît, de penser et afficher les codes d'accès. On a reçu quelques appels. C'est pour rappeler aux téléspectateurs que leurs réactions seront simplement recueillies par SMS et retransmises telles quelles. Merci. Edouard Fauchivé, il faut qu'on comprenne ces manifestations parce qu'à la limite, on est un tout petit peu confus. Le docteur nous a apporté des éléments de compréhension sur les libertés de manifestation au Cameroun. C'était important d'en parler. Alors, Edouard Fauchivé, quel est finalement l'enjeu et la visée politique d'une telle manifestation telle qu'elle s'est déroulée? Moi, comme je dis, je ne vois pas. Je ne vois pas que, pour moi, c'est un désordre. C'est un désordre. La visée, c'est que, M. Sando vous l'a dit, que lorsqu'une manifestation est organisée, regardez les gilets jaunes, c'est qu'ils ont une revendication et ils s'attendent à une solution. Et je crois que le gouvernement français est en train de tout faire pour accompagner et trouver des solutions. Ça veut dire qu'on ne va pas dans la rue parce qu'on veut aller contre l'autorité de l'État. On va parce qu'on pose un problème. Et ce problème, en manifestant, peut trouver solution. Lorsque nous avons posé ce genre de problème, la question maintenant, votre question, c'est que quand il partait hier, c'était pour faire quoi? Faire en sorte que le président de la République ne soit plus reconnu par les institutions de l'État qui l'ont déjà accompagné. Bref, c'est à eux de nous dire. Alors, quand il parle de trop de morts au niveau de nord-ouest, sud-ouest, mais il parle de morts militaires ou de morts de ceux qui ont pris des armes contre l'État. Je ne comprends pas. Quel est le Camerounais ici qui participe, qui est tout à fait d'accord avec ce qui se passe dans nos deux régions? Nous demandons tous qu'il y ait la paix. Tous, nous avons fait ce débat, nous avons dit qu'il faut, tant au niveau central qu'au niveau de nos frères qui ont pris les armes. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière en date, c'est le comité de réinsertion. Donc ça veut dire que l'État a accepté que ces enfants, à un moment donné, n'étaient pas d'accord avec la politique et de gouvernance et ont pris donc les armes contre l'État et leur demandent de revenir et d'être insérés maintenant. Ça veut dire que c'est un pardon. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Le politique, ce n'est pas celui qui doit amener la population à faire des revendications dont le but n'est pas clarifié. Comme quelqu'un a dit, vos enfants sont dans des universités étrangères. Vous appelez les enfants des autres à sortir dans la rue au Cameroun. Vous comprenez? Non. Que les revendications, pourquoi il n'y a pas eu de troubles à l'ordre public lorsqu'il y avait la campagne électorale? Il y a eu quelques agitations et l'État a demandé de laisser les partis politiques normalement s'exprimer et ça s'est arrêté. On s'est exprimé, on a vu les différents politiques mettre autour de la table leur projet et nous avons débattu par rapport au projet. Le projet est terminé, les élections sont finies. Mais quel est le but aujourd'hui? De faire une marche de contestation tant au niveau de l'exécutif qui est déjà fonctionnel
qu'au niveau des régions qui aujourd'hui ne cherchent que la paix. Sinon derrière, est-ce que ce n'était pas une manière pour ceux-là de continuer à dire à nos frères de la zone anglophone de continuer à s'évader vers la forêt? Quel est le but? Et puis on peut l'interpréter ainsi. Au moment où l'État est en train de tout faire pour que toutes les contributions soient mises sur la table pour ce problème de réinsertion, on ne va pas se mettre, vous n'avez pas dit au président de la République avec son gouvernement de se mettre à genoux. Mais si chaque région se mettait à revendiquer, mais vous voulez qu'on vous dise ce qui se passe à Yingui? Vous voulez qu'on vous dise ce qui se passe au fin fond de Magba? Ce qui se passe à Tombou? Vous n'avez pas vu au niveau à Monde Vision qu'aujourd'hui, encore dans le Grand Nord, il n'y a pas de salle de classe et les enfants sont assis sur des morceaux de bois? Mais vous voulez que les gens sortent pour faire des revendications? Non. Je crois que pour quelqu'un de la trempe du professeur, il faut franchement que, comme j'ai toujours dit, la politique c'est une classe, c'est l'éducation. Quand on veut diriger l'exécutif d'un pays, on doit montrer le caractère et sa position, n'est-ce pas, dans le cadre du magistère intellectuel, montre aujourd'hui que si on lui donne le Cameroun, ben ça sert trop de marche. Hein. Docteur Sorok, est-ce que dans la pratique, l'expression des manifestations publiques aujourd'hui au Cameroun ne pose pas quelques questionnements sur la volonté réelle des pouvoirs publics à mettre en application cette disposition? Est-ce qu'il y a une volonté de musellement dans le fond? Est-ce que ces manifestations ne sont pas finalement l'expression d'un ras-le-bol? Oui, nous pouvons ainsi dire que ces manifestations peuvent s'exprimer comme un ras-le-bol, parce que dans un système de souveraineté nationale, c'est le peuple qui est le véritable dépositaire du pouvoir. Alors il peut arriver que le peuple soit plus agi qu'il n'agit, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve plus dans la gestion de la res publica. Alors il peut décider de se soulever, de manifester. D'ailleurs, c'est un droit qui est constitutionnellement reconnu, comme nous l'avons dit. Mais sauf que l'expression, ou du moins l'exercice de ce droit, se fait dans un cadre juridique bien déterminé. Donc, les manifestations publiques, oui, sont l'expression même de la démocratie. Mais ces manifestations doivent être encadrées. Elles ne doivent pas s'exercer d'une manière, je dirais, abracadabrantesque. Elles doivent s'exercer conformément aux dispositions, aux tests en vigueur dans la République. Je vais évacuer quelques SMS en rappelant aux téléspectateurs, je l'ai indiqué, je crois que c'est suffisamment clair hein, au bas du petit écran. Je ne reçois que des SMS, je ne reçois pas d'appels, encore moins d'appels inconnus. Vous comprenez la pertinence de notre démarche. SMS, et je vais rappeler aux téléspectateurs qui s'inquiètent de savoir qu'on a peut-être deux experts autour de ce plateau. Les cadres du MRC ont été parfaitement contactés pour cette émission après la marche d'hier et ils nous ont clairement signifié qu'ils allaient faire les décomptes de ce qui s'est passé hier et que c'était la priorité. Nous également, on a une priorité, celle de vous informer. C'est d'ailleurs pourquoi vous ne les voyez pas autour de cette table ce dimanche. Je vais évacuer quelques SMS. Journaliste, comment réunir sur votre plateau de militants du RDPC? On n'a pas de militants du RDPC. Et je ne sais pas si vous regardez la même télévision. On a un cadre du RDPC et puis on a un expert des questions juridiques sur notre plateau. Le docteur disait voilà. Le contraire, c'est ça. Très bien. Est-il indécent de se soumettre à une disposition d'une loi qui est illégale? On a justement un docteur en droit qui nous en parlera tout au long de cette émission. Bonjour le plateau, j'aimerais savoir la sanction que courent les partisans de cette manifestation. On va certainement également vous répondre. Tout à l'heure, on en parlait. Le monsieur en studio, pourquoi l'autorisation n'est pas... Pourquoi l'interdiction de manifestation n'est pas valable pour les cadres ou alors pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais si la démarche était pour louer le président de la République? C'est ça que depuis Limbé qui nous a écrit. Continuez à contribuer, hein, je me ferai le plaisir de rendre public vos réactions. C'est avec cette question que je voudrais vous relancer, Edouard Fauchivé. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même scénario, mais on a quand même observé que les manifestations du RDPC très souvent reçoivent un bon accueil au niveau des autorités compétentes. La première des choses, c'est que tout ce que nous faisons comme rassemblement, nécessitant un cadre juridique, nous demandons l'autorisation. Vous pouvez
Participez un jour à un meeting du RDPC, vous allez voir, à l'ouverture, on commence par la lecture de récépissé. Toujours. Et ça fait partie des prescriptions du comité central. Pour être un parti normalement proche de la gestion de l'État, il faut montrer l'exemple. Et donc, quand nous avons fini de faire ça, tout à l'heure, le docteur vous a dit, il faut donner, on nous demande de donner le quadrillage qu'on doit suivre, si ça marche. Et si l'autorité n'est pas d'accord, l'autorité vous dévie. Donc quand nous avons fait, nous disons voilà ce qu'on va faire et nous sollicitons maintenant. Parce que c'est que les autres ne savent pas, c'est qu'au niveau du récépissé, vous avez le droit de solliciter l'encadrement des forces des FMO. Donc, vous savez, dès qu'on est à l'opposition, on fait comme si l'État est plutôt ailleurs et l'État ne concerne pas l'opposition. Non. Nous disons à haute voix que c'est parce que les cadres du RDPC savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et quand nous avons fini de faire la demande et obtenir notre récépissé, nous demandons de nous encadrer parce qu'on ne sait jamais, surtout à cette période où vous pouvez être en train de faire un meeting, une marche, et puis quelqu'un vient au milieu de vous avec tout ce que ça peut comporter comme une bombe. Donc nous demandons de nous encadrer. Ce qui se fait. Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas vu le SDM marcher ici avec l'autorisation. Le SDM souvent demandé l'autorisation et on leur a donné. Et on les encadrait. Ce n'est pas seulement le RDPC. C'est pour ça que ce qui s'est passé hier était hors du cadre juridique. Alors, docteur Sorok, avez-vous le sentiment, comme certains de nos téléspectateurs, je ne reçois pas d'appels, j'ai insisté là-dessus, et puis c'est des appels inconnus, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous masquez vos numéros. Docteur Sorok, je voulais que l'on s'arrête un tout petit peu sur les lois au Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun est un pays liberticide, comme l'indique dans son message le docteur Webb depuis Tian, qui pense que les gilets jaunes en France, par exemple, n'ont pas eu besoin de l'autorisation de l'autorité pour investir les rues de la France. Est-ce que le Cameroun, les libertés sont telles que très souvent il faut qu'on en arrive à de tels extrêmes? J'aimerais d'abord appeler à l'attention des téléspectateurs que je ne fais pas partie d'une formation politique. Ça a été suffisamment rappelé. Je crois que lorsqu'on vous a présenté, on a indiqué que vous êtes un homme de science et suffisamment autant que clair. faire se peut de donner une analyse strictement juridique. Alors il faut dire, M. Sanjo, que les lois ne sont pas écrites sur du marbre. Les lois ne sont pas faites ni variétaux, c'est-à-dire pour l'éternité. C'est-à-dire, il y a dans un état de droit un contrôle de constitutionnalité des lois. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'une loi n'est pas bonne, elle peut a priori, avant son entrée en vigueur, faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. S'il s'avère que ce contrôle de constitutionnalité n'a pas été fait a priori, les justiciables peuvent a posteriori, devant les autorités judiciaires, opérer, c'est-à-dire saisir cette autorité judiciaire pour que cette autorité opère un contrôle de constitutionnalité des lois. Ça peut être un contrôle de conventionnalité. D'où la Cour constitutionnelle. Ça peut être un contrôle de conventionnalité. Ça peut être un contrôle de légalité qui est effectué par le juge administratif ou le juge judiciaire. Alors moi je pense tout simplement que dans un état de droit, il faut qu'il y ait des lois. On peut estimer que celles-ci ne sont pas légitimes au regard de certains aspects. Mais les autorités les gens qui veulent contester ces lois doivent tout simplement accéder au pouvoir, conquérir le pouvoir. Je pense que la visée du MRC aujourd'hui, la visée politique, puisque vous l'avez évoqué, c'est la conquête du pouvoir. Mais dans un état de droit, il y a des mécanismes d'adhésion, de conquête du pouvoir. C'est-à-dire, et le mécanisme le plus courant, c'est celui de l'élection. Il y a des échéances électorales à venir, les législatives et les municipales. C'est-à-dire, si le MRC parvient à avoir une majorité assez forte au Parlement lors des prochaines échéances électorales, alors il se peut que toutes les lois qui existent, toutes les lois qui existent pourront être modifiées. Donc nous pensons tout simplement que ce n'est pas la manière idéale ou idoine de réagir. Alors vous parlez des échéances électorales qui sont annoncées au cours de cette année 2019, on parle de ces élections municipales et législatives qui peuvent véritablement modeler la nouvelle cartographie au Cameroun. Je voudrais rester avec vous. Est-ce que ces manifestations ne peuvent pas s'inscrire dans cette visée politique-là?
Laquelle sèche? C'est-à-dire réussir à travers cette attitude finalement, à mobiliser l'électorat au moment venu pour sa cause. Mais alors, vous mobilisez l'électorat, vous mobilisez l'électorat en descendant dans les rues. Ça pose problème. Nous pensons que les partis politiques ont un rôle de formation de l'électorat. Le constat que nous avons fait dans le contexte camerounais, c'est que les partis politiques, pendant les périodes électorales, sont de véritables machines. Mais après les élections, ces partis politiques fonctionnent au ralenti. Donc, ce que le MRC devrait faire en tant que parti républicain, c'est de former son électorat, d'appeler les gens à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour se préparer à la conquête du pouvoir. Avoir une majorité parlementaire lors des prochaines séances électorales. Alors, je vais peut-être évacuer ces messes, parce qu'on a un souci d'impartialité. Bonjour le plateau, que le militant du RDPC arrête de dire. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de ses propos parce que également j'ai un souci quand je produis cette émission, c'est que vous soyez politiquement correct dans votre langage. Ce sont des personnalités qui viennent tous les dimanches pour débattre des questions relatives à l'avenir de notre pays. Le Cameroun n'est pas en état de droit, que le monsieur en boubou blanc reste tranquille. C'est Herbert de Locpomme qui en rajoute une couche. Ne parlez pas d'élection au Cameroun, car le code électoral est taillé à la faveur du RDPC. Nous avons vu lors des dernières élections présidentielles d'octobre 2018. Et Edouard Fauchivé, est-ce que, à la limite, pour comprendre le fondement, entre guillemets, des manifestations d'hier, il ne faut pas croire que le RDPC s'est arrogé tous les privilèges et qu'une certaine opposition estime qu'elle n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour se faire entendre. De quels privilèges parlez-vous? Vous avez avec vous la plupart des autorités qui, même s'ils sont nommés par des autorités publiques, ont quand même des convictions politiques. Non. Est-ce que cela également ne peut pas contraindre un sous-préfet à interdire une manifestation? Est-ce que c'est seulement sous le regard de l'homme qui souhaite préserver l'ordre public, ou il y a également la casquette du militant qui... Je crois qu'il faut faire une mise au point rapide. L'autorité n'est pas... L'autorité administrative accompagne les citoyens, accompagne les partis politiques. Ce n'est pas le RDPC. Tout à l'heure, vous avez dit que l'observation des faits d'hier montrait que dans les autres régions, l'administration accompagnait. Je crois que vous êtes en train de vous contredire. Ça dépend de ce que les gens ont fait à Bafoussam. Les gens ont peut-être dévié leur marche pour les accompagner ailleurs. C'est pour ça que ici à Douala, l'autorité a pensé qu'il n'y avait pas de mouvement. Non, je crois que quand on a réussi à contrôler l'exécutif dans tous les pays du monde entier, les avantages sont certains. Il faut dire. Ça, je crois que nous allons le voir dans 2 semaines en RDC, avec la venue du gouvernement qui sera les kabylistes. Contre maintenant les Tshisekedi, vous allez voir que les partis politiques du côté de Kabila, c'est là beaucoup plus vu, plus que le président de la République. Donc, parce que là, il y a coalition au pouvoir. Donc, il faut faire attention. C'est pas en attendant que les autres arrivent au pouvoir. Mais demandez-vous pourquoi est-ce que vous voyez seulement au niveau de l'exécutif? Vous regardez les zones où les maires sont de l'opposition et voyez lesquels avantages les populations ont. C'est comme ça. Ça s'accompagne. Donc ne prenez pas comme... Aujourd'hui, le RDPC a présenté un candidat qui a été élu à l'exécutif de notre pays. Et il est bien entendu que aujourd'hui, les partis qui ont accompagné le RDPC à cette victoire sont des partis qui seront beaucoup plus vus que les autres. C'est normal. C'est pour ça qu'il y a un seul Jésus, il n'y a pas deux. C'est normal. Docteur Sorok, je voudrais qu'on sorte de cette première thématique sur cette mobilisation du MRC pour se questionner sur y a-t-il urgence aujourd'hui au Cameroun à revoir les dispositions relatives aux manifestations publiques? Urgence à revoir les dispositions relatives aux manifestations publiques, je ne pense pas. Je ne pense pas pour la simple raison que l'état au droit au Cameroun est une construction permanente.
c'est-à-dire l'état de droit, se manifeste ou se traduit par l'existence des normes, des tests. Il est vrai que ces tests peuvent être appréhendés différemment. Certains peuvent estimer que ces tests sont taillés sur mesure pour préserver, pour favoriser une certaine élite politique. N'est-ce pas le cas? N'est-ce pas le cas? Je ne sais pas, mais je dis tout simplement que la loi est l'expression de la volonté générale. Du moment où la loi a été votée, adoptée et promulguée, elle doit être respectée par tout le monde. Si nous voulons que les choses changent, ou bien ceux qui aimeraient que la donne change, doivent tout simplement se manifester de manière à respecter les canons prévus par la réglementation en vigueur. Un mot, Edouard Fauchivet, allez-y, un mot pour que l'on sorte de ce sujet. Il faut dire à nos téléspectateurs qui nous suivent que le ministère de l'administration territoriale est en même temps le ministre des élections et des partis politiques. Il peut aujourd'hui, au vu de ce qui se passait, mettre le MSC en déroute totale. Et vous allez voir que ceci viendra encore appauvrir notre démocratie. Imaginez par exemple que le MRC soit interdit sur tout le territoire national. Ça va donner donc quoi? Avec cet élan aujourd'hui de nouvelles figures politiques qui entrent, qui, et nous l'avons dit avec vous, M. Sam, nous avons débattu, nous avons apprécié la contribution des uns et des autres. Ça devait servir à quoi? Puisque si nous questionnons, c'est pour ça qu'il fallait qu'un gars de MRC soit là, pour qu'on lui dise quel était le but. Vous ne pouvez pas encourager aujourd'hui les Camerounais qui ont pris les armes contre l'État pour leur dire qu'ils ont raison. Le professeur l'a dit. J'espère que vous avez suivi ces interventions hier. Hein. Il a dit, il encourage aujourd'hui le vandalisme. Et donc il est du côté de ceux qui ont pris les armes. Je crois qu'il faut quand même limiter. Et que nous ne sommes pas aujourd'hui à l'ère de revendication. L'État central a compris aujourd'hui le principe de départ de nos frères. Et demander le retour. Nous ne pouvons pas en même temps accepter, demander une réinsertion et se mettre encore à les féliciter pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on fait? Un seul mot pour sortir de ce sujet avec vous, Dr Sorok. Y a-t-il une volonté d'instrumentalisation? Est-ce qu'il faut craindre les manifestations publiques parce qu'il y a des réelles velléités d'instrumentalisation qui peuvent se dissimuler derrière? Est-ce qu'il faut craindre les manifestations publiques? Oui, évidemment. Dans notre contexte actuel. Oui, évidemment, surtout que ce contexte est marqué par une crise sécuritaire. Une crise sécuritaire dans le nord-ouest, le sud-ouest et aussi dans le grand nord avec l'affaire Boko Haram qui n'est toujours pas terminée. Donc, encourager de telles manifestations pour le moment pourrait être attentatoire à l'expression même des libertés fondamentales. Donc, encourager ces manifestations populaires, non, mais préserver surtout l'état de droit. Nous avons dit tout simplement qu'il peut arriver que la loi ne soit pas bonne. Si la loi n'est pas bonne, il y a un mécanisme de sortie en vigueur, un mécanisme juridique de sortie en vigueur de la dite loi. Donc l'idéal ne serait pas de manifester, mais dans un cadre réglementaire, dans un cadre juridique. Merci, on va sortir de ce sujet pour aborder la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour en évacuant quelques réactions de nos chers téléspectateurs. Je voudrais aussi savoir si l'interdiction de manifester n'est pas une violation des droits de l'homme. Autre message, bonjour à vous, moi je suis un citoyen camerounais, je sais que l'État camerounais n'est pas décentralisé, mais alors il est centralisé, vous-même vous le savez, je suis Mengue depuis Douala, au quartier Oyak. Vous allez réagir puisque effectivement vous êtes le spécialiste de ces questions juridiques sur ce plateau et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a sollicité. Je voudrais évacuer votre SMS. Il s'agit de Arnaud qui nous a écrit depuis la Guinée équatoriale. Il dit que ces deux messieurs soutiennent l'homme. Quel homme? La marche était pacifique. Ils ont déclaré la guerre à leur propre population en tirant sur ces manifestants à balles réelles. Ils n'ont pas utilisé des armes de maintien de l'ordre. Vous ne pouvez pas tirer sur des gens qui ont soulevé les pancartes et disent que le Cameroun est un pays de droit. C'est vrai que quand vous écrivez excessivement, ça devient un tout petit peu confus et puis la philosophie de votre pensée est quelque peu
dénaturé au final. Mais il y a une réaction qui vous interpellait. Oui, c'est vrai, Serge Sanjo, qu'il faut dire, il faut condamner ces dérives, certaines dérives que nous avons observées pendant ces manifestations populaires. Nous pensons que les autorités administratives devaient aussi prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas toutes ces dérives. Est-ce qu'il fallait en recourir à l'utilisation de cette 31 force? Parce que là encore, il faut faire une enquête pour évaluer si effectivement on a tiré à balles réelles. Ça, c'est un autre débat. C'est d'ailleurs pourquoi je ne voulais pas me risquer à entrer dans ce débat qui est suffisamment pointu. Mais ces manifestations publiques, on l'a vu ailleurs hein, avec les Gilets jaunes. On sait qu'il y a... Est-ce que ceux qui doivent encadrer cela doivent être munis d'un matériel spécifique qui n'a rien à voir avec, par exemple, le matériel de guerre? Oui, on ne peut pas encadrer une manifestation populaire avec un matériel de guerre. C'est tout simplement disproportionné. Donc, si après enquête, il est avéré qu'il y a eu utilisation des armes à feu, je pense que ce sont des dérives à condamner immédiatement. Alors, j'aimerais rebondir sur la préoccupation du téléspectateur qui dit que le Cameroun n'est pas un État décentralisé, mais centralisé. Le Cameroun, depuis la réforme constitutionnelle de 1996, est un État unitaire décentralisé. Mais vous savez que l'implémentation de cette disposition de la loi, on en parlait d'ailleurs hier avec quelqu'un qui a participé à la rédaction de cette fameuse constitution-là, il a fallu attendre 2010 pour comprendre le principe de la mise en route. Le principe de la mise en route est différent. L'implémentation sur le terrain dépend. Et ça a été précisé, que ça devait se mettre au fur et à mesure. Une chose est sûre, c'est qu'on reste d'abord dans la loi fondamentale, qui est la Constitution, où dit que, oui, le Cameroun est un pays, c'est une démocratie décentralisée. Mais maintenant, si vous voulez qu'on les mette maintenant, au fur et à mesure, on est en train de mettre la preuve. Le ministère de la décentralisation est en marche aujourd'hui. Et la décentralisation, je vais rebondir, est un processus. C'est un processus. L'enjeu des élections à venir... Vous ne trouvez pas qu'on a mis beaucoup de temps? Peut-être qu'également cette décentralisation aurait permis de désamorcer bien de crispation. Oui, évidemment. Nous pensons que depuis 1996, certaines institutions auraient pu être sur pied, notamment le Conseil constitutionnel qui a tardé et les régions. Mais nous pensons que l'enjeu des échéances électorales à venir, surtout avec le renouvellement du mandat des conseillers municipaux, c'est justement de parachever ce processus démocratique qui a été annoncé par le président de la République. Vous observez que ce sont les conseillers municipaux qui doivent élire le collège électoral, les conseillers régionaux. Donc, nous pensons que la mise sur pied ou bien le renouvellement du mandat des conseillers municipaux va permettre de parachever ce processus démocratique. Merci messieurs, sortons de ce sujet pour aborder la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. On parle de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la Chine. On a appris au cours de cette semaine que l'Empire du Milieu avait décidé d'alléger considérablement la dette bilatérale du Cameroun. J'aimerais commencer avec vous, Edouard Forcivet. Est-ce une bonne nouvelle pour le Cameroun? C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que le Cameroun n'a pas le sentiment d'être un mauvais payeur à travers cette mesure d'allègement? Vous ne payez pas ce que vous devez? Non, dans le concept de relations à l'international, c'est un marché gagnant-gagnant. Et bien entendu que je vous parlais de poids. Aujourd'hui, il faut aussi questionner ce que la Chine a comme intérêt à être autour du Cameroun. C'est ça aujourd'hui. Et dans ce principe de la diplomatie, ce n'est pas je te donne, c'est que je ramasse plus que toi. Ça, c'est le principe de la gouvernance dans le concept de la diplomatie économique. Donc, je voudrais revenir en arrière pour vous montrer que la Chine a aujourd'hui cette obligation, ne disons pas obligation, mais cette stratégie, n'est-ce pas, de se replier vers l'Afrique. Lorsque vous questionnez aujourd'hui la relation entre la Chine, l'Union européenne et les États-Unis, vous vous rendez compte que chaque groupement aujourd'hui d'intérêt dirige aujourd'hui ses actions stratégiques vers l'Afrique comme un produit qui doit être consommé. Et c'est donc pour ça que les APE, je voudrais questionner ça pour que vous compreniez que la dimension des APE aujourd'hui fait en sorte que le commerce extérieur de la Chine vers l'Afrique est complètement dépourvu.
Et vous comprenez aujourd'hui que le marché chinois qui était en train de se déverser chez nous aujourd'hui est complètement en baisse par rapport aux produits européens détaxés de qualité qui entrent au moindre coût. Et là, c'est l'État qui perd à travers donc les recettes douanières, etc. Donc, il fallait donc changer de paradigme économique. Et c'est ce que la Chine est en train de faire. Vous questionnez encore le côté des États-Unis, vous voyez que le président Trump, avec ses mimates, aujourd'hui, a créé complètement une guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Or, quand il fait ça, la matière première, aujourd'hui, qui concerne la production des fers chinois, ça vient de l'Afrique. Et donc, en termes de stratégie, la Chine avait intérêt aujourd'hui à revenir vers les pôles africains. Et la Chine commence d'abord par les zones stratégiques où les États-Unis et l'Union européenne semblent contrôler. La première zone de stratégie aujourd'hui économique et militaire de l'Union européenne et des États-Unis, c'est l'Afrique centrale basée au Cameroun. Donc dès que j'ai dit ça, vous comprenez donc pourquoi cette entrée, cet appel de balle. Et après vous allez voir, ça va aller en Afrique de l'Est et ça va descendre en Afrique du Sud. Ce sont des zones stratégiques pour la Chine. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que entre ce qui se passe au niveau de la politique économique internationale, que la Chine aujourd'hui donc réagisse. Et bien entendu, je rappelle aux téléspectateurs aujourd'hui que tout ce qu'il y a comme les super structures aujourd'hui en construction au Cameroun, c'est quand même la Chine. Hein. Et puis la Chine, c'est je viens avec les moyens, je viens avec tout ce qu'il y a comme science, et puis je vous fais. Regardez les stades, les routes, l'Opangar. C'est vrai qu'on a quelque peu critiqué les fameux préfabriqués qu'on utilise, on a pu constater, curieusement, ça dépend. Ici, là, c'est une autre. Nous sommes dans un autre domaine. Et c'est la faiblesse aujourd'hui des ressources humaines du Cameroun. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, lorsque je développe la politique des IMO, de haute intensité de main-d'œuvre, faire en sorte que les préfabriqués entrent au Cameroun. Ça dépend de ceux qui étaient autour de la table ministérielle de notre pays. Je vous dis simplement, M. Sanjo, quand vous êtes autour de la table de négociation, je parle à mon collègue, et là, c'est celui qui a le verbe. C'est celui qui a les stratégies qui gagnent sur la table. Vous ne pouvez pas être un pays comme le Cameroun aujourd'hui, connaissant parfaitement l'histoire de la main-d'œuvre chinoise, ouvrir votre pays pour que même la main-d'œuvre la plus faible vienne de la Chine. Donc ça veut dire que nos responsables politiques doivent comprendre que en matière aujourd'hui de relations avec la Chine, ils doivent mettre une exigence. Cette exigence, c'est que vous venez au niveau A avec vos ingénieurs et le niveau B, ce sont les Camerounais qui doivent concourir, c'est tout. Docteur Sorok, cet allègement de la dette, le montant qui a été évoqué dans la presse cette semaine, c'était 45 milliards. Le montant global de ce que le Cameroun doit à la Chine se chiffre autour de 3 000 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun? Est-ce qu'on n'avait pas le moyen de rembourser cet argent de manière progressive? Parce qu'on a des mécanismes, hein, ça c'est le spécialiste des finances publiques que j'interpelle. On peut faire des emprunts obligataires. On a également l'émission des titres qu'on fait régulièrement. Est-ce que ces mécanismes-là n'auraient pas permis de rembourser progressivement cette dette-là en demandant un rééchelonnement? Évidemment que ces mécanismes auraient dû permettre de rembourser cette dette, notamment en demandant un rééchelonnement pour réaménager l'échéance ou bien diminuer le taux d'intérêt de cette dette. Mais le président de la République qui a fait un voyage en Chine est allé négocier cette remise de la dette. Remise de la dette pour davantage booster l'économie camerounaise. Donc, on peut tout simplement estimer que cette remise de la dette est salutaire. Elle est salutaire dans la mesure où elle viendra en quelque sorte donner au Cameroun, à l'économie camerounaise, des possibilités de réinvestir. Oui, 3 000 milliards, c'est énorme, mais une remise partielle de 45 milliards est quand même quelque chose d'assez considérable et à saluer. Il faut donc d'abord comprendre
comment comprendre les origines même de cette dette. Parce que depuis l'accession à l'indépendance dans les années 1960, le Cameroun s'est toujours développé sur la base des plans quinquennaux. Il y a eu 5 plans quinquennaux qui se sont succédés jusqu'en 1986. Le 6e plan quinquennal qui devait s'étaler de 86 à 91 a échoué parce que le Cameroun entre en crise. Donc à partir de 1985, le Cameroun a observé une croissance réelle d'environ 7%. Mais il y a eu cette récession économique qui a été accompagnée par la dévaluation du franc CFA en 1994, qui a poussé le Cameroun à souscrire un endettement non seulement auprès des bailleurs de fonds internationaux, mais aussi auprès de certains partenaires étrangers comme la Chine. Il y a des conditions de remise de cette dette qui ont été fixées, il y a des échéanciers qui ont été déterminés. Alors, par un acte unilatéral de souveraineté, la Chine a estimé qu'elle pouvait faire une remise de la dette, une remise partielle de la dette, ce qui ne signifie pas que le Cameroun ne sera plus endetté vis-à-vis de la Chine. Et on peut évidemment, puisque vous avez évoqué la possibilité de rééchelonnement, on peut également, j'allais dire, envisager un possible rééchelonnement de la dette camerounaise vis-à-vis de la Chine. Edouard Fauchivé, allègement de la dette bilatérale du Cameroun, vous dites que c'est une bonne nouvelle. J'ai presque envie de vous demander, annulation de la dette veut-il dire qu'on ne paiera pas les intérêts sur le montant qui a été... Non, on paiera. Et je vous paiera. Et je pense que ici, ce n'est pas payé en termes de monnaie. Hein. Donc il faut voir quel est... Aujourd'hui, nous avons, n'oubliez pas que notre bois, nos grumes prennent la direction pratiquement depuis 3 ans, donc de la Chine. Il faut voir qu'est-ce qui peut jouer en contrepartie, mais ne pas s'inquiéter au niveau de la dette, de la globalité. Je crois que notre dette, la soutenabilité de notre dette est certaine. Là, il faut le dire. Je crois qu'on a débattu ici. Quand on est dans la zone de 30-35 contre 60-65% que définit la Banque centrale, la BEAC, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais pas pour dire que nous devons continuer donc à nous endetter. Par contre, il faudrait plutôt, aujourd'hui avec la Chine, repositionner aujourd'hui le principe de la dette pour quoi faire. Parce que dans le principe économique, la dette est un investissement à long terme. À qui profite la dette? Prenons seulement le jargon de la Coupe des Nations. Avec la Constitution, nous nous endettons pour construire les stades. Ça veut dire qu'au sortir de la Coupe des Nations, il faut qu'on ait gagné aujourd'hui des nouvelles figures dans le jargon du football, des stars. Sinon, ça servirait à quoi? Et c'est donc pour ça que le principe de la dette ne m'inquiète pas. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui au Cameroun, c'est que ces dettes viennent par exemple pour les barrages. Est-ce que ces barrages ont pris fonction? Et ça, c'est ce débat. Et je crois que le discours du président de la République, la première rencontre avec le gouvernement du Premier ministre nommé, a été clair. Le président leur a dit, faites, vous avez comme une partie de votre feuille de route. Il faut achever tout ce qui s'est engagé en superstructure. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, et nous avons été critiqués par la Banque mondiale, par le FMI, du fait que lorsque nous avons pris une dette pour 2 ans pour bâtir par exemple un barrage, nous retrouvons 8 ans avec le tube pondéré par 5. Et c'est là où les intérêts, c'est là où nous nous inquiétons pour les intérêts de demain. Puisque quand nous avons pris... Nous avons un intérêt, nous ajustons aujourd'hui par rapport à la politique de demain. Quand vous prenez dans 10 ans, est-ce que le RDP sera au gouvernement? Si c'est le SIF qui arrive au gouvernement ou le MRC pour ne pas marcher et pour travailler, est-ce que le MRC va soutenir et supporter cette dette que nous constatons aujourd'hui? C'est ce genre de discussion que nous devons faire. C'est le principe de la continuité de l'action gouvernementale. Donc il faut que nos responsables qui sont aujourd'hui, quand ils sont partis à la recherche d'une dette pour un projet, que les Camerounais, et ceci, nous avions dit l'autre jour, il faut tenir informer les Camerounais. Parce que cette dette, ça ne doit pas être cachée, c'est pour un barrage. Le barrage ne peut pas être construit
pour 2 ans, on se retrouve 8 ans avec le même barrage qui ne produit pas de l'énergie et nous sommes toujours en crise. Donc voilà pourquoi. Et avec la Chine, il faut faire très attention parce que c'est ce genre, normalement, de dette que la Chine aime, afin de rester sur votre territoire. Il faut dire... Docteur Sorok, vous allez peut-être rebondir sur les propos d'Edouard Fouchivé, mais il y a une question justement qui se pose. Allègement de la dette, oui, peut-être que ça traduit l'efficacité de la coopération entre Yaoundé et Pékin, mais on a quand même une inquiétude. C'est de l'argent qui a été prêté pour des projets spécifiques qui, pour la plupart, entraient dans le cadre du septennat des grandes de réalisation du président de la République, Paul Biya. Aucun de ces projets véritablement n'est sorti de terre. Aucun de ces projets sont ou alors n'est opérationnel. C'est peut-être l'expression qu'il faut. Oui, le port de Kribi en partie. Hein. Il y a quand même quelques projets qui ont englouti cette enveloppe globale-là, qui peinent à être opérationnels. On peut très bien se questionner, est-ce qu'on a fait des bons choix dans l'investissement? Oui, on a fait, ce sont les pouvoirs publics camerounais qui décident des priorités en matière d'investissement. Ce que nous pouvons tout simplement constater, c'est que la dette publique camerounaise ne doit pas plomber l'économie camerounaise. Et cette dette, à l'heure actuelle, elle est soutenable. Elle est soutenable. Elle est viable. Parce que lorsque nous observons les indications qui ont été fournies par le Fonds monétaire international, cette dette est à hauteur de 33,6% du PIB. Maxi 35, oui. Maxi 35 jusqu'en 2023. Tout à fait. Donc ça veut dire que la dette publique camerounaise est soutenable. La soutenabilité de la dette du Cameroun n'est pas une grande préoccupation. On est loin de 70% du produit intérieur brut, le plafond de la CEMAC. C'est peut-être pas ça l'inquiétude, c'est la capacité de remboursement. On se rend compte aujourd'hui que la Chine est obligée de nous faire, comme on dit souvent, de nous accorder cet allègement-là parce qu'on a des difficultés, des tensions de trésorerie. Monsieur Sandro, ce ne sont pas des difficultés, ce sont des stratégies. Je reviendrai dessus, docteur. Allez-y, docteur. Oui, bon, des tensions de trésorerie, des difficultés, parce qu'il y a quand même des grands projets d'infrastructure qui ont été engagés, il y a des investissements colossaux et globaux qui ont été entrepris, qui peinent à être mis sur pied, comme vous l'avez dit. Donc ça veut dire qu'il faut que le gouvernement camerounais recherche de nouvelles niches de recettes fiscales pour justement avoir la possibilité de rembourser cette dette. Donc si il n'y a pas toutes ces potentialités, il y a des ressources premières des matières premières qu'on peut exploiter. Donc s'il n'y a pas toutes ces potentialités... Exploiter ou transformer? Oui, exploiter, mais aussi s'il y a possibilité, les transformer. Développer l'industrie locale, faire en sorte que l'économie soit compétitive, faire en sorte que la balance commerciale ne soit plus déficitaire. Donc, il y a autant d'enjeux qui font que cette dette, si rien n'est fait, le Cameroun peut avoir de sérieuses difficultés à la rembourser. Edouard Fouchivé, vous parlez de stratégie dans le cadre de cet allègement de la dette publique, mais cette stratégie profite à qui? Je vous ai dit, dans la diplomatie économique, c'est du gagnant. Ça profite d'abord à la Chine. Vous savez, aujourd'hui, le Cameroun, dans les gros investissements, en termes de dette, c'est la Chine aujourd'hui qui contrôle tous ces gros chantiers. Hein. Et donc, vous allez donc comprendre pratiquement que au niveau européen, ils ne sont pas, c'est pas de gaieté. Hein. Comprenez-le, c'est pas de gaieté. Parce que nous sommes en train, dans le cadre de la politique d'endettement, nous nous détachons complètement de l'Union européenne pour faire la visée de l'autre côté. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, il faut que nos experts comprennent aujourd'hui que quand on se détache de l'Union européenne pour aller vers la Chine, il faut fixer des exigences. L'exigence aujourd'hui, c'est à l'intérieur pour que ces projets non seulement aboutissent, mais que les Camerounais se retrouvent donc en Inde. La Chine aujourd'hui reste dans le cadre stratégique aujourd'hui vers l'Afrique parce que l'Europe aujourd'hui fait la cour au niveau de l'Afrique. Les États-Unis, la même chose. Et que le marché, dans 10-15 ans, c'est l'Afrique qui sera la route économique. Et donc, je vais vous laisser développer, mais je voudrais quand même vous relancer sur cette dette bilatérale. Dans la presse, il se disait cette semaine que
l'une des plaintes de la Chine, avant d'en arriver à cet allègement de la dette, c'était qu'on avait du mal à respecter, par exemple, les engagements contractuels. Et c'est pour ça peut-être que je vous pose la question de savoir... Oui, cet engagement contractuel en termes de remboursement, au niveau des intérêts. Tout à fait. Mais je vous l'ai dit déjà que la Banque mondiale, après analyse avec le FMI, nous montrait déjà depuis 2 ans que nous nous engageons vers les dettes pour des investissements et qu'il y a même des investissements dont les dettes sont contractées qui n'ont même pas démarré. Ou bien que nous avons déjà une ouverture d'enveloppe, mais qu'on ne vienne même pas à la recherche pour pouvoir... Tout ceci, c'est ce phénomène de laisser aller au niveau central. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce principe de décentralisation que nous voulons faire, parce que les projets ne sont pas seulement catalysés au niveau central. Vous prenez un projet, par exemple, de développement disons, de la politique de riz, ce n'est pas à Yaoundé ni à Douala qu'on va faire. Si vous envoyez ça dans une région comme au nord ou bien à l'ouest, c'est cette région qui va... Et c'est pour ça que ce contrôle doit se faire. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous allons au niveau international avec la Chine pour peut-être 200 milliards pour un projet. Et nous nous retrouvons 2 ans après, le projet n'a pas abouti, à repositionner encore ses intérêts. Et de 200, nous nous retrouvons à 600 à 700 milliards à rembourser. Vous comprenez parfaitement que ce problème de suivi doit être décrié. Et ce n'est pas en termes de parti politique. Hein. C'est en termes aujourd'hui de la politique globale de notre pays. Parce que, comme j'ai dit, ces dettes sont des investissements à court ou à long terme pour une jeunesse qui, normalement, se doit de contribuer pour payer. Et donc, ce n'est pas le parti politique. Parce que nous, dans 10 ans, 15 ans, si nous ne sommes pas là, la dette restera toujours. Donc, c'est pour ça que les Camerounais doivent être aujourd'hui plus que jamais vigilants. Mais la route aujourd'hui de l'Asie est une route privilégiée. Il revient à nous et à nos stratèges de comprendre maintenant ce qu'il y a lieu de faire. Je voulais chuter en disant que quand nous recevons le premier navire à l'import venant de la Chine l'autre jour, avec presque 12 000 tonnes de késine pour l'eau, c'est ce phénomène d'accompagnement. C'est un navire chinois. Les produits à l'intérieur sont des tubes pour l'étude d'adduction d'eau, dont les Chinois sont en train de faire afin d'approvisionner Yaoundé. Et donc le premier navire est descendu à Kribi l'autre jour. Donc vous comprenez donc que, et ça veut dire que nous ouvrons la route aux armateurs chinois de consommer le port de Kribi. Voilà quelque chose de bien. Même derrière ça, seulement, la route de Kribi. Parce que pour eux, un navire ne pouvait jamais mouiller le port de Kribi, un navire chinois. Eh bien, le premier navire chinois mouillait le port de Kribi. Et la dimension, eux-mêmes se sont rendus compte qu'on a un port aujourd'hui, non seulement en eau profonde, mais qui a des structures d'accueil très élevées. On va sortir de ce sujet avec une question qui vous sera adressée à tous les deux. D'abord à vous, le docteur Sorok, vous avez le sentiment que la coopération entre le Cameroun et la Chine est gagnant-gagnant? Est-ce qu'il faudrait aussi l'intensifier à long terme? Oui, il faudrait l'intensifier à long terme. Et je pense personnellement que c'est une coopération qui est gagnant-gagnant. Plus que la coopération que le Cameroun a eu à nouer avec certains pays occidentaux. Donc la Chine aujourd'hui se positionne comme une puissance structurelle. C'est indiscutablement la prochaine première puissance économique. Donc le Cameroun a plutôt intérêt à diversifier son partenariat, à intensifier même son partenariat avec la Chine. Les résultats sont là, on observe que la Chine essaye autant que faire se peut. Et surtout, contrairement aux autres pays occidentaux, la Chine ne conditionne pas sa dette. La Chine ne conditionne pas. La Chine ne fixe pas les orientations. La Chine n'impose pas une politique. La Chine n'est pas assez regardante, même si ça ne devrait pas être une parade. La Chine n'est pas regardante sur des problématiques de corruption, de démocratie, etc. Elle fait du business. Donc la Chine aujourd'hui doit être considérée comme un partenaire privilégié pour le Cameroun. Docteur Foshivé, faut-il intensifier cette coopération bilatérale aujourd'hui? Oui, il faut l'intensifier. Après ce que vient de dire le docteur, il faut qu'on soit aussi exigeant. La question du transfert des technologies, par exemple, est-ce qu'on peut l'exiger à la Chine aujourd'hui? Tout à fait.
aujourd'hui, quand ils viennent, il faut qu'on leur dise aujourd'hui que nous avons besoin de ce phénomène de transfert. Et vous savez, l'Afrique est devenue pour la Chine le second continent. Vous savez, c'est un pays continent, mais donc le continent africain devient pour la Chine un pays, son second continent. C'est pour ça que déverser tout ce qui est comme la main-d'œuvre chinoise en Afrique trouve carrément un terrain fertile. Donc nos experts au niveau gouvernemental, c'est à eux de comprendre aujourd'hui qu'ils doivent être exigeants pour ce transfert des technologies, pour que qui viennent, qui partent, et qui nous laissent au moins cette force scientifique dont nous ne pouvons pas contester l'évolution aujourd'hui. Et donc, cette exigence doit être. Et n'est pas rester au niveau de cette coopération seulement en termes d'études d'aide, mais de scientifique. Parce qu'aujourd'hui, et là maintenant nous rentrons dans notre jargon, aujourd'hui il faut que les universités camerounaises prennent aussi la route de la Chine dans le concept scientifique. Hein. Ce n'est pas pour aller... Nous n'avons plus besoin d'aller faire l'histoire, la géographie, ça ne sert à rien, je parle de la science. Vous voyez les dernières trouvailles en date, c'est le téléphone avec l'écran pliable. Quand vous voyez un Chinois vous expliquer que vous pouvez prendre maintenant cet écran et que vous le pliez, vous voyagez avec, et en même temps c'est votre téléphone, vous tombez dans le tout, vous posez la question. Quand vous voyez des ponts qui sont lancés à plus de 100 km en extrême, presque dans le vide, et que les voitures circulent, où ça contourne des montagnes, vous posez la question et savoir, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourtant, on peut faire la même chose ici. Donc, je crois que ce côté scientifique, nous disons, les experts universitaires nous suivent, il faut que l'État aujourd'hui encourage que cette science aujourd'hui soit vraiment consommée par notre jeunesse pour les lendemains meilleurs. Merci messieurs d'être venus dans le cadre de cette émission. Malheureusement, le temps accordé à cette émission tire définitivement vers son terme. On ne pourra pas aborder de manière plus profonde la question du franc CFA qui est désormais un sujet sur la place européenne. On en parlera certainement la semaine prochaine. Je voudrais vous remercier, Édouard Fauchivier. Vous êtes enseignant, chef d'entreprise, vous êtes cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et vous nous faites toujours l'insigne honneur d'honorer ce rendez-vous chaque fois que vous êtes sollicité. Merci alors que vos occupations sont multiples. 1000 fois merci d'être venu ce dimanche. Je dis également merci au docteur Patrick Gérard Sorok Abol, qui est juriste, publiciste. Il est spécialiste des finances publiques. Merci d'être venu ce dimanche. C'est tout pour cette livraison de Politiquement Incorrect. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement dimanche prochain avec d'autres invités. Bon dimanche à tous.